Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer. Bienvenue. Je me présente. Je m'appelle Fabrice Westman. Je travaille pour le Crash, où je suis directeur d'études. Et nous recevons ce soir deux invités, deux docteurs en sciences politiques, chercheuses à l'IFRI, Institut français de relations internationales, pour parler d'un sujet à la fois passionnant et glaçant, qui est celui de l'usage des nouvelles technologies, en particulier des drones et de l'intelligence artificielle dans les conflits contemporains, et en particulier à Gaza et en Ukraine. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Amélie Ferret. Je ne vous ai pas présenté encore, j'ai dit que vous étiez deux chercheuses, mais je ne vous ai pas présenté. Donc Amélie Ferret, qui a notamment travaillé sur les assassinats ciblés et sur la façon dont les assassinats ciblés en Israël, enfin perpétrés par le gouvernement israélien et américain, avaient fait l'objet d'un processus de légitimation, comme on était passé d'une pratique assez clandestine réalisée par les services secrets à une pratique tout à fait officielle, revendiquée, assumée comme étant humanitaire presque et sécuritaire. Exactement. Voilà. Et nous avons également à côté de nous Laure de Roussy-Rocheblonde, qui, pour sa part, a travaillé sur un autre sujet très intéressant, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle, en tout cas sur le développement de ce qu'on appelle les systèmes d'armes. Comment on dit ça là? Systèmes d'armes létaux. Systèmes d'armes létaux autonomes, c'est-à-dire des... Je ne sais pas si on peut employer l'expression robot tueur, elle est soumise à controverse, mais en tout cas des systèmes d'armes capables d'identifier leurs cibles et d'ouvrir le feu sans intervention humaine. Vive le progrès. Donc, il se trouve qu'Amélie et Laure ont co-signé un article, c'était l'automne dernier, dans Politique étrangère, qui revenait sur la façon dont les drones, les systèmes d'armes autonomes, et surtout l'intelligence artificielle avait été utilisée dans deux conflits particulièrement létaux dans lesquels nous sommes engagés, à savoir l'Ukraine et Gaza. Et un article qui prenait un peu à contre-pied, on va dire, l'idée souvent avancée selon laquelle le recours à des technologies de type intelligence artificielle ou drone était un facteur finalement d'humanisation des conflits, de rationalisation de l'usage de la force, qui permettait de distinguer de manière beaucoup plus précise un combattant, un non-combattant, d'éviter des dommages collatéraux. Et votre papier, à l'issue d'une description assez glaçante, se conclut par plutôt un constat différent, à savoir que le recours massif à l'intelligence artificielle notamment a plutôt pour conséquence, je vous cite, de cibler plus de personnes plus vite, à moindre frais et avec l'apparence d'une justification rationnelle. Et vous concluez votre papier par un appel à réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc c'est la raison pour laquelle on vous inviter, on a trouvé cette, enfin mes collègues et moi au Crash ont trouvé cette contribution particulièrement stimulante, et on aimerait bien un peu que vous nous expliquiez comment vous êtes arrivé à cette conclusion à partir de l'étude de ces deux situations. Je vais peut-être, alors on va peut-être commencer par, prenez un micro, hein, par évoquer la situation de Gaza. Et puis, dans le fil de la discussion, peut-être que j'interviendrai un peu, on évoquera également celle de l'Ukraine et les enjeux de régulation. Ok. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à vous d'être venus si nombreux. D'abord, j'aimerais dire que... je dis on, mais parce qu'on se connaît bien avec Laure, donc je parle pour toi. On parle avec beaucoup d'humilité, surtout devant vous, parce que donc nous, on est chercheuses, on travaille, on fait quand même de temps en temps du terrain, mais on travaille quand même surtout depuis Paris.
Et justement, on travaille grâce à des sources, et notamment grâce au rapport des humanitaires qui sont sur place. Mais en général, vous êtes sur le terrain. Donc du coup, pour nous, c'est très utile aussi d'avoir un échange, de partager nos analyses et peut-être de confronter éventuellement nos points de vue. Donc voilà, c'était un disclaimer sur l'humilité de la position de la recherche. Donc sur Gaza. Alors, ce que je peux dire donc sur l'intelligence artificielle, donc ça c'est, enfin les travaux de Laure le montrent bien. L'intelligence artificielle, elle est en fait utilisée de manière très protéiforme dans les conflits. Donc on peut pas faire une liste un peu exhaustive à la Prévert de toutes les manières dont l'intelligence artificielle est utilisée à Gaza et par l'armée israélienne. Mais moi, j'aimerais me focaliser principalement sur les questions de ciblage, étant donné mon livre. Mais simplement, donc, dès 2019, en fait, l'armée israélienne adopte un plan qui s'appelle le plan Momentum, TFUNA, qui vise à placer l'intelligence artificielle au cœur du modèle en fait de l'armée israélienne, parce que le problème de l'armée israélienne, et d'ailleurs c'est quelque chose qui irrigue aussi les débats stratégiques en France et en Europe, c'est toujours la question de la masse versus la qualité. C'est-à-dire que quand on n'a pas une armée pléthorique, il va y avoir une tendance à investir dans la technologie de manière à compenser le fait qu'on est numériquement moins nombreux. Et ça, c'est très présent en Israël, puisque si on réfléchit au modèle d'armée israélien, on a à peu près 170 000, c'est des ordres de grandeur, hein, mais on a 170 000 officiers, enfin pas officiers, militaires d'actifs, donc qui sont des professionnels, sachant que sur ces 170 000, il y a 100 000 conscrits. Donc en fait, on a un corps d'officiers qui tient vraiment l'armée israélienne, qui est de 70 000 officiers, donc qui est quand même assez réduit, et 300 000 réservistes qui sont mobilisables. Mais du coup, toute la posture stratégique israélienne, c'est de dire on a très peu de profondeur stratégique, c'est-à-dire on est un petit pays où dès qu'il y a une incursion dans le pays, on peut très vite en fait prendre le contrôle du pays. Donc à la différence de l'Ukraine, on ne peut pas se replier et ensuite organiser une contre-offensive. Donc du coup, dans notre posture stratégique, il faut qu'on fasse ce qu'ils appellent des offensives préventives, c'est-à-dire qu'on frappe en fait avant que l'ennemi nous frappe. Et l'intelligence artificielle, c'était vu justement comme un accélérateur pour cette posture stratégique-là. Par ailleurs, je tiens aussi à noter que Yossi Sariel, qui était donc le commandant de l'unité 8200, qui est une unité du Shin Bet pour tout ce qui est cyber, renseignement, mais en fait, c'est pas que du cyber, c'est aussi du renseignement. C'est vrai qu'on la présente beaucoup dans les médias comme que cyber, mais c'est aussi des gens qui parlent très bien arabe et qui du coup écoutent toutes les communications à Gaza. Donc ce commandant d'unité, il a écrit tout un livre sur le Human Machine Teaming, donc la manière dont on peut faire travailler justement les machines et l'homme. Et il a vraiment fait une réforme du renseignement pour mettre au centre le traitement de l'information par des algorithmes. Et d'ailleurs, c'est ça qui a en partie, évidemment en partie parce que c'est multifactoriel, conduit au 7 octobre, puisque en fait les rapports qui venaient des autres unités, notamment des unités despoteuses, ont été classés comme moins importantes que les autres données de l'algorithme. Pourquoi je raconte ça ? Parce que ce qu'on a vu à Gaza, et moi ma théorie, mais évidemment c'est une théorie, c'est que au début de l'opération Glaive de Fer, il y a eu un nombre de sorties aériennes très très important. Donc un nombre de ce qu'on a compris petit à petit, c'est une production de dossiers d'objectifs. Donc les dossiers qui visent à expliquer, et à dire qu'est-ce qui va être ciblé extrêmement rapide aussi. Et quand on parlait avec nos collègues de l'armée française, eux-mêmes étaient très surpris de comment ils arrivaient à produire des dossiers d'objectifs aussi rapidement. Et c'est après qu'il y a eu les premières révélations sur le fait qu'ils ont utilisé des logiciels avec de l'intelligence artificielle, et notamment justement 8200, pour produire ces dossiers d'objectifs. Donc ces logiciels, c'est quoi ? Mais il faut m'arrêter si je parle trop longtemps, hein, parce que le problème avec les chercheurs, c'est que
on parle. Hein. Je Exactement. m'en occuperai, ne vous inquiétez pas. Donc sur les logiciels, donc il y a eu 3 logiciels. Bon, il y en a plusieurs hein, parce qu'ils ont aussi utilisé, enfin ils utilisent aussi des puissances de calcul pour justement calculer les interceptions, pour essayer de cartographier les tunnels. Enfin donc je vais pas faire toute la liste ici, mais les plus importants c'était donc 3 logiciels. Apsora qui visait à produire des cibles physiques, c'est-à-dire des bâtiments. Donc principalement soit des sites de lancement de roquettes, soit ce qu'ils appellent des power targets, donc c'est-à-dire des sites qui sont clés dans la société gazaoui et que si du coup on les détruit, en fait on casse. Enfin l'idée, hein, c'est des théories du bombardement stratégique qui sont des théories de Julio Doué, donc qui remontent aux années 30. Et c'est l'idée que si vous cassez en fait un certain nombre de points dans la société, dans une société civile, celle-ci va être tellement détruite qu'elle peut du coup retirer la légitimité à son pouvoir qui la représente et donc faire pression sur le Hamas en l'occurrence pour faire stopper la guerre. Bon, ça n'a jamais marché et ça a été démonté par Robert Pape, mais voilà, c'est l'idée. Et voilà pour Apsora. Et ensuite, il y avait un autre logiciel qui s'appelle Lavender et qui là produisait des cibles humaines. Donc, comment ça fonctionne ? C'est donc Yuval Abraham dans un média qui s'appelle 972 qui a révélé tout ça. Ça fonctionne par de la fusion, notamment à partir des données de communication qui sont récupérées souvent sur des téléphones de militants avérés du Hamas. Et donc, du coup, le logiciel va croiser et va identifier des patterns, donc c'est-à-dire des modèles qui sont similaires. Et ensuite va du coup attribuer une note de 1 à 100 sur la probabilité qu'une personne fasse partie du Hamas. Donc là, on retrouve aussi des modèles qui ont déjà été utilisés par les Américains, qui sont les signature strikes. Donc ça, c'était surtout en Afghanistan, où en fait, on ne sait pas exactement qui on tue, mais en fonction de la localisation de la personne, de son âge et du fait, par exemple, qu'il porte une arme ou pas, on va considérer qu'il a une probabilité forte de faire partie d'une organisation armée et que donc on va le comptabiliser comme combattant et on va considérer que la frappe, elle est légitime. Donc voilà, ça c'est sur la manière dont a fonctionné Lavender. Et ensuite, il y a eu un troisième algorithme qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle Where's Daddy, et qui visait, une fois qu'on avait sélectionné ces cibles, donc les noms de ces personnes, à localiser la personne et à la localiser quand elle était chez elle, de manière à maximiser les chances, quand on fait des frappes, de la tuer. Donc ça, c'est aussi tout dans la rationalité militaire israélienne. Il y a tout un héritage en fait de ça, parce que dans leur doctrine d'assassinat ciblé, qui est donc l'élimination préventive de personnes suspectées de poser une menace pour l'État, qui date de la seconde intifada, il y a eu plusieurs cas de frappes où en fait ils ont manqué leur cible. Et donc, il y a vraiment cette idée que là, on prend aucune chance, on cible les gens chez eux et surtout avec une puissance de feu qui est très importante. Et d'ailleurs, il y a eu aussi l'utilisation assez massive en fait de munitions non guidées, parce qu'ils voulaient garder leur kit de guidage pour des cibles de précision, parce que juste après le 7 octobre, il y avait quand même cette peur du point de vue de l'état-major israélien qu'il y ait une ouverture du front aussi par le Hezbollah et par tous les proxys, et que du coup le dôme de fer soit saturé et qu'ils doivent gérer une guerre multifront. Et donc du coup, ils ont voulu garder leur kit de guidage pour plutôt des cibles de précision, ce qui fait que selon CNN, il y a eu quand même dans les premiers mois, donc 11 octobre, fin novembre, avec le premier cessez-le-feu, 45% de bombes, bon c'est CNN qui dit ça, de bombes non guidées.
Et d'ailleurs, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai fait mes entretiens, parce que là, j'ai publié une étude qui est une analyse militaire de la première année de glaive de fer, ils expliquent qu'ils s'attendaient à des pertes très importantes pour leurs propres soldats, parce qu'ils avaient calculé sur les abacs de 2006 et qu'ils ne les ont pas eus. Et quand on leur demande comment ils ont fait pour ne pas avoir beaucoup de pertes, ils disent c'est parce qu'on a utilisé une puissance de feu qui était sans précédent. Donc voilà, et alors simplement, donc je termine par là mon tunnel, mais comment on peut essayer de mettre de la rationalité militaire dans ce qui s'est passé. C'est pas pour justifier, c'est juste pour essayer de comprendre ce qui s'est passé du point de vue de l'état-major israélien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appliqué, et d'ailleurs ils le disent, ils ont appliqué cette idée des assassinats ciblés à tous les membres du Hamas. C'est-à-dire que là où avant on n'avait que les membres seniors qui étaient ciblés, parce qu'en fait, ils ont une banque de cibles que de toute façon, ils alimentent, et que c'est aussi le Mossad, le Shin Bet et d'autres unités de Tsahal qui les alimentent en permanence. Là, ils l'ont élargi à tous les membres du Hamas, même si c'est des junior operatives ou juste des militants. Voilà. Et du coup, dès qu'ils les ont localisés, ils les ont ciblés, mais comme ils les ciblent chez eux, et qu'on postule à peu près qu'on a des familles de 5 à 6 personnes par habitation, forcément le taux de dommages collatéraux augmente extrêmement rapidement. Si on conjugue à ça le fait que dans les listes qui sont établies par Lavender, ils ont trouvé, parce qu'ils les ont vérifiées quand même manuellement, ils ont trouvé à peu près 10% d'erreurs. En fait, si on prend donc Lavender au plus fort de l'utilisation, ils ont sorti 37 000 personnes à Gaza comme membres du Hamas. Donc si vous prenez 10% de 37 000, ça fait 3 700. Donc ça veut dire qu'il y a 3 700 personnes qui en fait sont pas liées au Hamas, qui sont juste des erreurs. Et si vous multipliez par 5, du coup vous arrivez à des chiffres qui sont tout de suite très hauts. Et dans les premiers mois, enfin dans l'article en tout cas de Yuval Abraham, il cite les chiffres de l'ONU et il dit que dans les premiers mois, vous avez à peu près 1000 familles comme ça qui ont été ciblées sans que le processus d'analyse et de vérification sur la robustesse des informations qui conduisent à mettre quelqu'un à l'associer au Hamas soit vérifié. Donc tout ça pour dire en un mot que à mon avis ce qu'on a vu dans les premiers mois de Gaza, c'est un passage des assassinats ciblés à grande échelle permis par l'intelligence artificielle, et c'est ça qui a donné des chiffres qu'on n'avait en fait jamais vus sur des conflits en aussi peu de temps. Quels sont à quel point c'est fiable entre guillemets? Vous avez dit qu'il y a 10% en fait d'erreurs telles qu'elles ont été à partir d'un échantillon qui a dû être vérifié par les officiers de renseignement, mais est-ce qu'il y a d'autres biais qui ont pu se glisser dans la façon dont Lavender fonctionne et identifie des cibles potentielles? Oui, c'est ce qu'on explique dans l'article. En fait, il y a déjà un biais de jeu de données, c'est-à-dire que quand vous calculez votre probabilité qu'une personne fasse partie du Hamas à partir d'une comparaison avec des schémas de données, notamment donc les schémas de données de communication, mais aussi le nom, la présence par exemple dans des groupes, par exemple des groupes WhatsApp ou des likes ou des posts sur les réseaux sociaux. Vous avez au final une probabilité et en fait ça donne une illusion de maîtrise, mais qui n'est pas nécessairement... qui justement peut être aussi une illusion. Et en plus, le problème aussi, c'est sur les jeux de données Lavender, mais après, il y a aussi le problème de la localisation. C'est-à-dire que si vous considérez que vous reliez un numéro de téléphone à une personne et vous dites, cette personne, il y a 80% de chances qu'elle fasse partie du Hamas, parce que et que vous ciblez la personne, en fait, vous n'êtes pas sûr que le téléphone, il soit avec la personne. Surtout
au fur et à mesure que le conflit avance, puisque les gens, en fait, ils perdent leur téléphone. Enfin, vous le savez sans doute mieux que moi. Ils ramassent des téléphones dans la rue. Enfin, les téléphones s'échangent. Voilà. Et d'ailleurs, là, justement, il y a eu des directives du Hamas. Enfin, la presse a fait état de directives du Hamas qui disaient que les membres du Hamas ne devaient absolument pas donner leur téléphone à leur famille parce qu'ils sont utilisés pour le ciblage. Avant de passer la parole, alors peut-être un autre élément que vous mentionnez dans votre article, c'est la façon dont l'intelligence artificielle estime, calcule le nombre de dommages collatéraux. Comment ça fonctionne? Comment estimer le nombre de victimes collatérales et comment est fixé le seuil de victimes collatérales acceptable dans ce dispositif de ciblage? Alors, sur la question, donc ça, c'est la question de la proportionnalité. Donc, la proportionnalité, c'est un principe qui existe en droit des conflits armés, enfin en droit international humanitaire, qui joue dans le jus ad bellum, mais aussi dans le jus in bello. Donc là, on parle du jus in bello. C'est l'idée qu'en fonction de votre objectif militaire anticipé, vous avez, bon, je le dis, je ne suis pas juriste, hein, mais voilà, vous avez un nombre de civils qui est acceptable. Et donc, depuis l'époque des assassinats ciblés en Israël, il y a eu beaucoup de réflexions sur quel était ce nombre de civils acceptable pour une high value target. Donc, pour quelqu'un, par exemple, le commandant des brigades Izzadine al-Qassam, qui sont donc la branche armée du Hamas. Sachant qu'ils ont fait des opérations, par exemple, contre Salah Shradeh, qui était donc commandant des brigades Izzadine al-Qassam, et ils ont tué, je crois, 14 personnes, dont 8 enfants, et il y a une plainte en Espagne, et donc du coup, ça a été tout un truc en Israël. Et après, ils ont dit, bon, bah finalement, donc ils ont fait des comités avec des philosophes, des juges et des officiers. Ils ont dit, bon, on va dire que pour une high value target, c'est 4 personnes à peu près. Sachant que les Américains, on me le rappelait quand on était dans le métro, pour l'opération Trident de Neptune sur Ben Laden, c'était 30 dommages collatéraux pour Ben Laden. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effondrement total du principe de proportionnalité. C'est-à-dire qu'il y a eu un double truc. Déjà, les civils sont aussi responsables. Donc, comment on comptabilise les civils et comment on les différencie des combattants, je pense que là, il y a eu quand même un relâchement de cette distinction. Et deuxièmement, il y a eu ce truc de dire, en fait, même si c'est un militant qui est vraiment tout en bas de l'échelle, on va quand même le cibler. Et tant pis s'il y a des civils à côté, et donc en fait, on ne calcule plus la proportionnalité. Et même s'il y a quand même eu, il faut dire, le principe de précaution qui a été respecté, c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives d'évacuer la population. Et d'ailleurs, ça, ils le disent beaucoup dans les entretiens que moi j'ai faits, où ils m'ont dit, en fait, si on a pu appliquer cette puissance de feu, c'est parce qu'on a évacué la population et qu'on a prévenu la population pour pouvoir l'évacuer. Donc voilà. Mais du coup, oui, parfois, vous avez des dizaines de civils qui meurent pour un militant qui n'est pas Mohamed Def, quoi. Alors, dernière question, enfin non, il y en aura d'autres, mais comment est-ce qu'on qualifie, vous appliquez ce raisonnement un peu de droit humanitaire international en matière de proportionnalité, comment est-ce qu'on peut qualifier d'un point de vue éthique ou juridique le fait d'anticiper la mort de 30, 40, 50 personnes pour un assassinat ou pour un militant? Est-ce que c'est finalement des morts intentionnelles ou pas? Et est-ce que du coup, ça tombe sous l'incrimination de crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité à partir d'un certain degré? Mais de toute façon, le non-respect de la proportionnalité, c'est un crime de guerre. Après, la proportionnalité, elle est très critiquée, à la fois par les militaires et par les humanitaires, comme étant un principe très lâche. Parce qu'au fond, comment vous allez prouver, enfin, comment vous allez juger ou évaluer de l'importance militaire d'une cible? C'est compliqué quand même. Alors, ce que font les juges, et d'ailleurs ce que fait l'armée israélienne aussi, c'est que en fait, ils travaillent avec les autres armées, notamment les branches juridiques, où ils organisent chaque année des workshops, où ils font travailler, par exemple, les légats français, britanniques, etc., ensemble sur des cas.
de ciblage pour être plus ou moins raccord sur la notion de proportionnalité. Parce qu'ensuite, quand on va dans une cour, on peut dire, bah voilà, moi j'applique à peu près ça comme proportionnalité, et c'est ce que font les autres armées occidentales, et voilà. Mais là, comme je disais, toute cette réflexion qui a été menée sur le principe de proportionnalité, elle s'est complètement effondrée. Parce qu'on peut aussi dire que le fait que le principe de proportionnalité soit assez lâche, c'est ça aussi qui fait que du coup les armées peuvent se l'approprier. Et l'autre point important sur l'intentionnalité, ça c'est un peu le problème, c'est-à-dire que en fait on dit souvent, mais c'est un peu controversé ce que je veux dire, mais on dit souvent que dans le droit international, on pourra d'ailleurs en parler, mais on dit souvent que dans le droit international humanitaire, on n'a pas le droit de tuer des civils, mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des cas où vous avez le droit de tuer des civils, justement parce que le principe de proportionnalité vous donne le droit de tuer des civils. Alors, c'est un droit par exception, etc., mais c'est comme ça que on enlève quand même beaucoup de gens des calculs ou des mesures qui sont faites pour sauver les civils. Et moi, ce que je vois, et je termine par là, un peu dans les tendances, si vous voulez, des conflits armés, c'est que nous, par exemple, en France, on a dépensé beaucoup d'argent pour des missiles qui sont très précis. Je pense par exemple au MMP, au missile moyenne portée qui est développé par MBDA, enfin, pour justement adhérer le plus possible au droit international humanitaire et du coup être le plus précis possible dans notre ciblage. Mais en fait, là, ce qu'on voit à la fois à Gaza et en Ukraine, c'est que devant la puissance de feu qui est celle des conflits, le nombre de cibles traitées et aussi le coût en fait dans la durée, en fait, là, l'industrie, je trouve, de défense européenne, elle est complètement en train de revenir de cette volonté de créer des technologies quand même très précises, mais du coup très coûteuses, pour aller vers des choses moins chères, mais plus nombreuses. Et du coup, ça pose la question de justement comment ce calcul de proportionnalité il va évoluer dans les prochains conflits. Merci, c'est une belle transition pour aborder le contexte ukrainien. Alors justement, comment, dans le contexte ukrainien, dans quel domaine l'intelligence artificielle est-elle utilisée et, Oui, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Et je rejoins Amélie, on est vraiment honorés d'être parmi vous ce soir. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Amélie l'a mentionné, on a assisté à une utilisation très poussée de l'IA sur le théâtre gazaoui, et en Ukraine, c'est en général l'autre théâtre qui est beaucoup mis en avant. D'ailleurs, le magazine américain Time, pour commémorer entre guillemets la première année de la guerre en Ukraine en 2023, avait fait une qui s'appelait The First AI War, justement pour mettre en avant combien cette technologie était structurante. Et alors, on peut citer, là pour le coup, on peut faire une liste un peu à la Prévert, mais effectivement, c'est extrêmement protéiforme. On retrouve l'IA dans des applications aussi variées que l'observation, la reconnaissance, l'aide à la décision, la simulation, la formation, la santé des armées, la lutte informationnelle, enfin... En réalité, l'intelligence artificielle elle-même, au sens de sa définition originelle, qui est la définition de John McCarthy, qui disait que c'était toutes les techniques qui permettent de mieux comprendre et d'imiter le fonctionnement du cerveau humain, c'est une technologie polyvalente. Donc on peut finalement y recourir pour des activités extrêmement variées et pour augmenter, entre guillemets, l'humain ou des systèmes, les rendre plus performants, plus coordonnés, plus rapides, plus précis. Et donc évidemment, dans un contexte de guerre, ça devient particulièrement intéressant. Ce
qui est important de dire, c'est que dans le cas ukrainien, c'est beaucoup associé aux drones. Alors, les drones ne sont pas complètement nouveaux en Ukraine parce qu'en 2014, déjà, il y avait énormément de drones qui avaient été utilisés pendant l'annexion de la Crimée. Et le problème auquel avaient été confrontés les belligérants à ce moment-là, c'est que les capacités de guerre électronique russe, donc la guerre électronique, c'est le fait d'attaquer les systèmes électroniques, notamment le brouillage, qui donc permet de rompre les communications, d'interrompre la liaison entre un drone et son opérateur notamment. Ces capacités étaient tellement abouties et puissantes que finalement beaucoup de drones qui étaient déployés perdaient la liaison avec leur opérateur et tout simplement soit tombaient au moment où ils perdaient la liaison, soit restaient en vol quelque temps et au bout d'un moment ils n'avaient plus suffisamment d'autonomie énergétique et donc ils finissaient de fait par tomber. Et c'est là que l'intelligence artificielle est devenue particulièrement intéressante parce que précisément l'intelligence artificielle permet de maintenir le drone en vol et de continuer la mission même en cas d'interruption de la liaison avec l'opérateur. Et donc là, finalement, c'est une programmation informatique qui se substitue à la téléopération, donc le modèle de la télécommande avec un joystick, un pilote de drone qui peut être à quelques centaines, quelques milliers de mètres du front ou plusieurs milliers de kilomètres comme l'ont fait par exemple les États-Unis dans leur guerre contre le terrorisme. Et donc ça, c'est très important. Et quand on croise cette double capacité, que finalement les drones, qui sont une technologie pas nouvelle, parce que les drones, ça existe depuis les années, en réalité, même pendant la guerre de Corée, enfin dans les années 70-80, il y avait déjà des drones, mais des drones uniquement de renseignement, d'observation. Ils ont commencé à être armés dans les années 2010 dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Et quand on associe donc IA et drones, les drones deviennent à la fois des capteurs, ce qui sont depuis très longtemps, des effecteurs, ce qui sont depuis plus récemment avec les drones armés, mais les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des drones qui captent une information sur le terrain et qui, par cette information, alimentent la décision sur les effets qui sont décidés ensuite. Et donc, finalement, c'est une sorte de boucle décisionnelle quasiment en temps réel, ce qui est absolument, particulièrement attrayant du point de vue des armées sur un théâtre comme le théâtre ukrainien, où la vitesse est telle que, en fait, en 24 heures, une information est déjà périmée. Et donc, ce côté instantané est évidemment particulièrement intéressant, parce que pour vous donner un ordre d'idée, pour qu'on comprenne bien à quel point c'est vraiment révolutionnaire de ce point de vue-là, en 2009, par exemple, la CIA avait estimé que les images captées par les drones américains en Afghanistan nécessitaient 24 années de visionnage pour en tirer des informations pertinentes et utiles à la décision. Donc on voit que c'était pas possible en fait, humainement parlant, c'était un travail colossal et c'était inutile, donc on se retrouvait avec des heures et des heures de bandes vidéo, audio, etc. qui servaient à rien d'une certaine manière. Là, grâce à l'intelligence artificielle, finalement, les techniques d'IA permettent d'identifier des points importants, des points qui méritent une attention particulière, et donc ça accélère la décision. Donc ça, c'est pour donner quelques exemples de la manière dont l'IA est utilisée en Ukraine, mais finalement, il faut se dire que globalement, tous les systèmes d'armes sont susceptibles d'être augmentés grâce à l'IA. Aujourd'hui, dans le ciel ukrainien, il y a des drones qui acquièrent automatiquement, de manière autonome, leurs cibles et décident de les engager de manière autonome. Ou est-ce que c'est ce qu'on présuppose, ou est-ce qu'on a... Alors ça, c'est le grand débat. D'abord, ça dépend de ce qu'on considère comme étant autonome. Et ça, c'est une question très compliquée parce qu'il n'y a pas de définition consensuelle de l'autonomie. Pour certains États, l'autonomie, c'est
limite Terminator, donc un système qui serait capable de se fixer sa propre mission, de faire évoluer les ordres en cours de conduite, et voilà, donc quasiment un niveau d'autonomie humain. Pour d'autres, un drone, effectivement, peut déjà être considéré comme un système autonome parce que finalement, il peut identifier une cible, par exemple ce qu'on appelle les loitering munitions en anglais, qui survolent une zone jusqu'à ce qu'elle trouve une cible qualifiée et qui à ce moment-là foncent sur leur cible. Bon, bah, ça peut déjà être considéré comme un niveau important d'autonomie. Ce qui ressort en tous les cas des entretiens que j'ai pu mener, c'est que le niveau de guerre électronique est tel dans les dernières centaines de mètres autour de la ligne de front que c'est pas possible de faire autrement que d'avoir un fort degré d'autonomisation. Donc on peut effectivement soupçonner que, au moins dans les 300 derniers mètres, ces drones agissent de manière autonome. Est-ce que ça fait débat dans les cercles militaires ou pas, ce degré d'autonomisation des drones? Quelles questions tactiles, stratégiques, éthiques pose cette autonomisation des armes? Alors, sur les plans tactiques et stratégiques, y a certaines questions qui peuvent se poser, qui sont plus d'ordre technique d'une certaine manière. D'un point de vue stratégique, il y a notamment une réflexion sur la centralisation de la décision. Est-ce que finalement, parce que dans les armées, on considère que la décision doit être prise au niveau stratégique et ensuite ruisseler aux différents échelons opératifs, tactiques, techniques, etc. Et donc là, on a une sorte de micro-boucle décisionnelle où l'état-major est très très loin de la décision, ce qui peut poser problème parce que c'est un niveau de décentralisation qui n'est pas considéré traditionnellement comme efficace d'un point de vue militaire. Après, sur le plan éthique, là aussi, il y a des questions qui se posent. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée, là aussi, dans les entretiens que j'ai menés, notamment dans le cadre de ma thèse, c'est que c'est les combattants qui sont les plus exposés au risque létal, et qui sont aussi ceux qui sont les plus susceptibles de donner la mort, qui sont les fantassins en réalité, qui sont les plus réticents et qui sont les plus choqués par l'idée d'armes autonomes. Et quand on en parle, il me disait, mais en fait, donner la mort, c'est quelque chose de grave, c'est associé à un fardeau moral. Et en gros, n'importe qui ne peut pas se livrer à cette activité, et encore moins quand on n'a pas de conscience, c'est inacceptable en fait. Quelque part, le prix à payer, c'est effectivement des insomnies. Bon voilà, toute une littérature sur les chocs post-traumatiques qui peuvent exister quand on a été soldat, quand on a eu à tuer, etc. Et donc là, il y a une forme c'est Grégoire Chameillou qui appelle ça comme ça, de virtualisation de la conscience de l'homicide, qui existait déjà pour ce qui était des drones, puisque finalement c'était par écran interposé, parfois depuis le fin fond des États-Unis pour cibler des personnes au Moyen-Orient, etc. Mais là, c'est encore plus grave d'une certaine manière, parce que non seulement il y a une distance physique, mais il y a aussi une distance psychologique qui est totale, puisque alors je dis pas que c'est ce qui existe actuellement sur le théâtre ukrainien, mais on peut imaginer techniquement actuellement finalement un drone autonome qui ciblerait un combattant, peu importe qu'il soit russe ou ukrainien, qui ciblerait un combattant, et le fait que ce combattant soit tué serait enregistré dans les archives de l'armée en question, mais la responsabilité concrète ne serait portée par personne d'une certaine manière. Mais quelle différence finalement avec une mine antipersonnelle ? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et c'est une bonne question. Non, pour moi, la différence principale, c'est qu'en fait, une mine antipersonnelle, c'est automatique, dans le sens où c'est tout à fait aussi inacceptable, à mon avis, d'un point de vue moral, mais quelque part, bon, voilà, une mine...
si un certain niveau de poids est exercé dessus, elle explose et voilà. Là, ce qu'il y a de dérangeant à mon avis sur le plan moral, c'est le fait que l'autonomie permet de décider de tuer ou non. Et tout est dans le ou non, en fait, parce que ce niveau de décision et le fait de déléguer ce type de décision à la machine, ceux qui s'opposent à ces armes, notamment dans le cadre de la campagne To Stop Killer Robots, disent que ça viole la dignité humaine, qu'on ne peut pas réduire une vie humaine à des lignes de code informatique et laisser ce type de décision à la machine. Sur quelle série de bases de données ces machines sont entraînées pour identifier leurs cibles? Alors, tout ça est très opaque. Et quelles sont les entreprises? Est-ce que c'est aussi des entreprises de la tech qui y contribuent, des entreprises qui par ailleurs peuvent nous vendre des services à nous? Justement, j'allais y venir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le début de la guerre en Ukraine, il y avait beaucoup d'attentes sur l'IA appliquée au domaine militaire, mais principalement des démonstrateurs technologiques, des prototypes. Et ce qui manquait pour que tout cela devienne réalité, d'une certaine manière, c'était précisément de la donnée opérationnelle. Que peu d'armées avaient, parce que même si certaines armées ont fait la guerre récemment, comme les États-Unis, la France d'une certaine manière, etc., Israël, beaucoup. D'ailleurs, eux, ils n'avaient pas de problème de données opérationnelles. Finalement, sur un contexte qui ressemblerait à une vraie guerre, entre guillemets, c'est-à-dire une ligne de front, des ennemis qui sont à peu près comparables sur le plan de la sophistication de leurs armées et pas un conflit asymétrique comme ce qui avait beaucoup existé ces dernières années / décennies. C'était justement ce petit cran supplémentaire nécessaire pour entraîner les programmes d'IA. Et tant que l'épreuve du feu, d'une certaine manière, n'avait pas eu lieu, c'est difficile de savoir si les démonstrateurs technologiques allaient vraiment être efficaces sur le terrain. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, la Russie, par exemple, était très attendue, était considérée comme un champion de l'IA militaire, etc. Et finalement, ils se sont un petit peu cassé le nez au début de la guerre en Ukraine, vraisemblablement parce que justement c'était pas opérationnalisable et même s'ils avaient des super démonstrateurs qu'ils avaient testés en Syrie, etc., c'était pas combat proven. Et là où ça devient assez révoltant peut-être d'un point de vue de citoyen, c'est qu'effectivement les entreprises qui sont venues soutenir finalement cet effort à la fois de récolte de données opérationnelles, mais aussi d'amélioration des techniques d'IA sur le terrain, etc., c'est les grandes entreprises du numérique, en particulier américaines. Donc, il faut savoir que le PDG de Palantir, qui est une grande entreprise américaine qui fait de l'analyse de données massives, etc., est arrivé en Ukraine dès juin 2022, donc très tôt après le début du conflit, et a proposé ses services gratuitement à Volodymyr Zelensky. Bon, finalement, il l'a fait payer après, mais au début, c'était censé être gratuit. Il a été suivi très, très peu de temps après, en réalité, par Amazon Web Services, Microsoft, Clearview AI, enfin plein de grandes entreprises qu'on connaît très bien pour certaines d'entre elles. Et pourquoi est-ce que ces big tech américains se sont retrouvés là-dedans? Alors, pour certains d'entre eux, pour redorer leur blason, parce que dans le cas de Palantir, dans le cas de Clearview AI, ils avaient quand même subi des backlash assez forts en termes d'opinion publique aux États-Unis. Peut-être dire qui est Peter Thiel, c'est quand même un personnage assez inquiétant, techno-féodaliste, apocalyptique, qui a développé donc des logiciels de fusion de données permettant de faire de la surveillance de masse qui sont aujourd'hui utilisés par ICE dans la chasse aux migrants, qui permettent de fusionner toutes les données des administrations fédérales combinées aux données des caméras d'observation municipales, routières, etc.
et qui prédit d'ailleurs une sorte d'apocalypse. Exactement, un idéologue survivaliste, transhumaniste, enfin bon, tout à fait charmant. Et pardon, oui, et donc effectivement, ces entreprises étaient vraiment mal vues. Elles étaient associées à des soupçons de surveillance de masse, donc tout simplement, c'était mauvais pour le business, pour le dire de manière un peu grossière. Et donc, forcément, venir au secours des Ukrainiens, c'est quand même beaucoup plus vendeur que ceux qui vont faire aux États-Unis ce que les Chinois font avec le crédit social. Premier intérêt. Deuxième intérêt, je le disais, les données opérationnelles qui manquaient et qui donc sont devenues une espèce de mine d'or pour ces entreprises. Dernier intérêt, là aussi un intérêt finalement marketing, puisque très vite après le début de la guerre en Ukraine, on a vu débarquer dans les salons de l'armement, type Rosatori et d'autres, des systèmes expérimentés en Ukraine, et c'était finalement un argument commercial pour dire voilà, c'est combat proven, ça a fait ses preuves en Ukraine, donc acheter nos super produits state of the art en matière d'IA militaire. Ces évolutions dont vous parlez, toutes les deux, nous on les a un peu expérimentées sur le terrain. C'est pas un sujet sur lequel on a travaillé particulièrement au Outrage ou quoi que ce soit, donc là je vous donne vraiment un compte-rendu un peu de discussion que j'ai pu avoir avec certains collègues. C'est sûr que l'utilisation de l'IA, on ne la voit pas en vrai, on n'est pas dans les salles, dans les war rooms où on opère le ciblage. Ce qu'on observe en revanche à Gaza notamment, c'est une intensité sans précédent des destructions et des bombardements. Et une situation complètement paradoxale où il y a un niveau de coordination avec les acteurs humanitaires extrêmement sophistiqué et qui fonctionne au sens où, en dépit de l'intensité des frappes que vous avez mentionnées, de la quantité d'explosifs mobilisés qui tombent parfois à 100 mètres, 50 mètres, eh bien, à ce jour, dans les structures MSF, je parle sous le contrôle de mes collègues, on n'a pas eu à déplorer de décès. En revanche, dès que nos collègues quittent le travail, là, ils sont en danger de mort permanent. Ils sont en danger de mort à l'arrêt de bus, ils sont en danger de mort quand ils prennent leur vélo, ils sont en danger de mort quand ils prennent un bus, ils sont en danger de mort quand ils vont essayer de récupérer de la nourriture, quand ils vont visiter un parent dans une maison, quand ils sont dans leur tente. Et donc une sorte d'omniprésence de la mort, avec ce que Chamaillou avait déjà décrit, c'est-à-dire à la fois le fait qu'il n'y a plus de ligne de front, c'est que tout le territoire est susceptible d'être frappé, et on ne sait plus ce qu'est un combattant. On ne sait plus quel comportement est susceptible de déclencher une frappe. Ça, c'est ce qu'on peut observer un peu. Et avec par rapport à la promesse d'humaniser les guerres, entre guillemets, comme vous l'avez mentionné, Amélie, une létalité parmi les civils phénoménale qui a même été reconnue entre autres à travers les données récemment divulguées de l'armée israélienne, selon lesquelles 80% des victimes sont des personnes identifiées comme n'appartenant pas au Hamas, quel que soit le critère utilisé. Ça va confirmer ? En fait, c'est-à-dire qu'ils ont... Enfin, c'est Eyal Zamir qui a dit ça, ça a été repris par Yuval Abraham, justement. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire, et d'ailleurs, ça renvoie aux questions technologiques, c'est que, en fait, on ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes et combien de personnes a été tuées. Et ça, c'est toujours le problème, c'est-à-dire que les armées, elles produisent des discours. Et ces discours, c'est des discours de rationalisation, en fait, de la violence. Et donc, du coup, elles donnent une illusion de maîtrise, parce que c'est cette illusion de maîtrise qui font qu'elles sont légitimes, en fait. Mais là, dans ce qui s'est passé en Israël, c'est que quand on compare justement les bases et les estimations en fait, de Tsahal, les estimations du Shin Bet, elles ne sont pas toujours cohérentes. Et d'ailleurs, même les estimations entre les unités à Tsahal, elles ne sont pas cohérentes. Et quand vous regardez aussi dans le temps, les déclarations qui sont faites par les porte-paroles, là aussi, ça varie beaucoup. Et ça varie parce qu'en fait, les gens ne savent pas exactement. Et dans la méthodologie,
En fait, ce qui s'est passé beaucoup, c'est que des commandants d'unités, on leur a dit, bon bah voilà, tu fais une frappe, tu fais un petit battle damage assessment, donc justement, tu envoies un drone, et puis tu regardes un peu combien de personnes sont mortes, puis après tu nous dis combien t'estimes qu'il y a des terroristes. Donc en fait, on peut faire une frappe, on se dit, bon bah voilà, j'ai à peu près 40 personnes qui sont mortes, bon bah je vais dire qu'il y a 37 terroristes, et puis voilà. Donc en fait, c'est ça le problème aussi des chiffres, c'est qu'il y a toujours un focus sur les chiffres parce que nous, on le sait beaucoup en tant que chercheuse. Je veux dire, les chiffres, dès qu'on sort un chiffre, c'est ça qui est repris dans les médias. C'est pas le raisonnement, c'est le chiffre. Parce qu'il y a une sorte d'argument d'autorité du chiffre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans ce que disent les armées sur ça. En tout cas, c'est des proportions qui correspondent à peu près à la cohorte de patients qu'on trouve dans les hôpitaux. Mais puis c'est pas... Voilà. Pardon, en tous les cas, même si c'est peut-être pas exactement ça, que l'armée israélienne reconnaisse un tel niveau, ça montre effectivement le déséquilibre total en termes de proportionnalité. Oui, mais enfin, le problème c'est ça, c'est que, c'est pas pour défendre l'armée israélienne, mais en fait, l'armée israélienne ne reconnaît pas totalement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une déclaration dans laquelle on a pu déduire que le pourcentage c'était 83% de civils, mais en même temps ils font aussi des déclarations en permanence pour dire que leur ratio c'est 1 pour 1 et que c'est the cleanest war in the history, et voilà. Donc en fait il y a quand même beaucoup de variations, je trouve, dans les prises de parole sur combien de personnes, de civils ils estiment eux-mêmes avoir tué. Ok. Alors, et sinon, pour continuer un peu avec notre expérience au-delà de Gaza, c'est à propos des drones. Les drones, par contre, c'est vraiment un phénomène qu'on a observé de façon massive ces dernières années. Alors, les drones, on les connaissait déjà depuis les années 2010, quoi. Les drones Predator américains, là, ou leur équivalent israélien. Mais finalement, on était assez peu confrontés à leur impact, puisqu'ils agissaient dans des zones assez reculées. Et au final, ça compliquait parfois les communications qu'on pouvait avoir avec des chefs de groupes armés qui étaient dans un état de paranoïa très élevé par rapport au risque d'être repérés par ces drones et d'être frappés. Mais ça ne changeait pas énormément la configuration de l'affrontement. En revanche, depuis 2022, pardon, c'est sûr que le contexte ukrainien a radicalement changé la donne. C'est clair que de notre point de vue, et ça a évolué au cours du conflit. Il y a désormais, alors qu'à une époque, on arrivait quand même à suivre, notamment au moment de la reconquête d'une partie des territoires occupés par l'armée russe, par l'armée ukrainienne, on arrivait à suivre les troupes ukrainiennes à quelques kilomètres du front. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire que la fameuse kill zone, la zone infestée de drones tueurs, s'étend à plus de 20 km en arrière des lignes, avec également des frappes en profondeur. Et donc ça, c'est un contexte où on sait également que les structures de santé sont loin d'être épargnées, sont même l'une des cibles privilégiées et visées par les drones tueurs. Et puis, on l'a vu à Gaza aussi, là, dans des situations complètement dystopiques où on a pu voir, en tout cas entendre parler de drones armés participer à des distributions alimentaires organisées par la Gaza Humanitarian Foundation. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est la dissémination. C'est-à-dire que depuis 2 ans, ces drones, ils ont fait leur apparition sur des théâtres où on ne les voyait pas. C'est le cas au Soudan, où depuis c'est cette année, au mois de mai, déjà, il y a eu une première frappe de drone contrôlée par un mouvement non étatique, en tout cas un groupe paramilitaire qui s'oppose à l'armée gouvernementale et qui a pu réaliser une frappe à Port-Soudan, qui était donc la capitale temporaire du gouvernement, mais également l'aéroport qui servait de hub humanitaire, une zone considérée comme sûre par les travailleurs de l'aide et qui du coup se retrouvait à portée de missiles. Ces fameux paramilitaires qui les ont également utilisés encore il y a quelques jours contre un camp de déplacés à El Fasher, mais bon là, à la limite, ils le faisaient déjà avec leur artillerie, ça ne change pas grand-chose à la façon dont ils s'en prenaient aux populations civiles. On les a vus également, ces drones, au Sahel, les drones classiques, entre guillemets, aux mains de l'armée et d'autres aux mains des groupes armés. Et puis en Haïti, assez récemment, où la police haïtienne, avec le soutien de
consultant sécurité, ou disons de mercenaires, d'Eric Prince, l'ancien Blackwaters, a militarisé des drones dans sa lutte contre les chefs de gang. Et là, c'est pas vraiment des assassinats ciblés, hein, puisque la dernière frappe qui a eu lieu il y a quelques semaines a eu lieu lors de l'anniversaire d'un chef de gang, au moment où il distribuait des cadeaux aux enfants du quartier, et ça a fait quand même énormément de victimes. Et donc ces effets pour nous, et là je parle pas des drones équipés d'intelligence artificielle, encore que ça va peut-être nous arriver. Pour nous, le principal effet, c'est que il y a de moins en moins de zones sûres. Donc, sans vouloir jouer les dinosaures, il y a quand même une époque où on pouvait s'estimer relativement à l'abri des zones de combat quand on était loin, quoi, à l'arrière, quoi. Et aujourd'hui, l'arrière, il est menacé, quoi. Alors, pas forcément de façon permanente, enfin, si, de façon assez permanente, pas tout le temps. Et ça crée donc cette vulnérabilité supplémentaire, une sorte de démocratisation de l'accès à l'arme aérienne, qu'elle soit pour des objectifs de surveillance ou de frappe, qui réduit les lieux sûrs. Enfin, il n'y a jamais de lieu de sûr sur les théâtres de guerre, mais qui sont un peu moins exposés que d'autres. Pour conclure, dernier aspect de ces discussions, avant d'ouvrir la discussion avec la salle, je voulais savoir s'il y a des efforts de régulation sur la scène internationale concernant l'usage des drones et plus particulièrement de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le ciblage ou dans l'autonomisation des systèmes d'armes. D'abord, merci pour ce témoignage qui est très intéressant pour nous. Et effectivement, je pense qu'on parle souvent de la manière dont les combattants sont exposés, mais c'est vrai que les non-combattants le sont tout autant. D'ailleurs, il y a un an, il y a un journaliste du Monde qui a été tué en Ukraine par un drone, et ça, c'était aussi une grande première. Bon, on ne sait pas si ce drone était téléopéré ou piloté par IA, mais quelque part, peu importe. Pour ce qui est des efforts de régulation, alors oui, il y a des efforts de régulation qui ont commencé il y a maintenant une douzaine d'années, puisque une coalition d'ONG a été créée en 2012 et lancée en 2013, mais qui s'appelle la Campaign to Stop Killer Robots que je mentionnais tout à l'heure. Donc dedans, on retrouve Human Rights Watch, Amnesty International, enfin les usual suspects des ONG humanitaires de ce monde. Le problème, c'est qu'évidemment, elles ont beaucoup de mal à faire advenir un texte juridiquement contraignant. En fait, le débat a d'abord eu lieu au Conseil des droits de l'homme, d'ailleurs à l'initiative de la France. En fait, la France a été l'État qui a apporté ce sujet dans les enceintes de négociations diplomatiques. Ensuite, il a été traduit dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques, qui est l'organe habituel du désarmement. Et maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que les débats ont commencé dans ce cadre onusien à Genève, et ils stagnent complètement parce que les États n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la définition des armes autonomes. Ils n'arrivent pas non plus à se mettre d'accord sur le besoin d'une régulation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'États qui disent non, mais le droit international humanitaire existe, on n'a pas besoin d'autre chose, ces systèmes doivent se conformer au droit international humanitaire, point barre, on n'a pas besoin d'inventer des choses nouvelles, etc. Et après, sur les critères de la régulation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une interdiction, plutôt une sorte d'endiguement stratégique, enfin voilà, où placer le curseur quand on parle de régulation. C'est pour ça que actuellement les militants anti-armes autonomes essayent de déplacer le débat, plutôt dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est plus favorable à une régulation, parce que les décisions se prennent non pas au consensus comme à la Convention sur certaines armes classiques, mais à la majorité. Et en fait, dans le monde, une majorité d'États est plutôt favorable à la régulation des armes autonomes, mais évidemment pas les États-Unis, la Russie, la Chine et quelques autres États quand même un peu importants quand il s'agit de faire de la maîtrise des armements. Donc soit à l'Assemblée générale des Nations
Nations Unies, et à ce moment-là, on pourrait arriver à une régulation qui ressemblerait au traité d'interdiction des armes nucléaires de 2017. Donc finalement, ce serait une norme qui émergerait et qui aurait évidemment une valeur symbolique, mais qui aurait peu d'effet parce que les grands États qui développent l'intelligence artificielle vraisemblablement ne s'y conformeraient pas. L'autre possibilité, c'est de carrément changer de forum et de créer une convention ad hoc, à l'image de ce qui a été fait avec la convention d'Oslo et la convention d'Ottawa pour les armes à sous-munitions et les mines antipersonnelles. Vienne, visiblement, c'est plus ou moins porté volontaire pour accueillir une telle convention. Mais là aussi, c'est un peu le même problème. On est quand même dans une période d'hiver de la maîtrise des armements où tous les accords sont dénoncés les uns après les autres, sont violés les uns après les autres. Donc, je suis pas très optimiste pour l'instant sur la possibilité d'une régulation, en tous les cas à court terme. Et malheureusement, on est dans un contexte où on en vient à se dire que c'est peut-être à la fin de ces guerres, donc Ukraine et Gaza en particulier, quand on pourra documenter à quel point ces technologies ont été meurtrières, ont causé des victimes civiles, etc., qu'on pourra avancer sur le plan de la régulation. Si je peux juste ajouter un mot sur sur l'importance des drones quand même dans les conflits armés. Enfin, il y a quand même beaucoup d'analyses militaires qui parlent de révolution dans les affaires militaires. C'est-à-dire que là, on en parlait juste avant, des estimations sur les pertes matérielles russes, notamment concernant les chars. C'est 50% des chars qui sont ciblés par des drones. Donc en fait, il faut quand même se rendre compte qu'un char, ça coûte quand même très cher à développer. Un drone, ça coûte pas très cher à développer. Donc c'est ça aussi le problème, je pense, de la régulation, mais c'est toujours un peu le problème, c'est l'intérêt opérationnel. C'est-à-dire que vous avez effectivement un effet niveleur, où vous allez avoir des technologies qui en fait coûtent peu cher à développer, qui en plus avec le progrès dans le combat collaboratif et les algorithmes, on va pouvoir mettre des algorithmes dedans pour pouvoir faire des attaques, ce qui s'appelle en essaim, donc pouvoir attaquer des systèmes, notamment des batteries anti-aériennes en fait hyper facilement. Donc en fait, si vous voulez, globalement, l'offensive en fait coûte beaucoup moins cher que les systèmes défensifs. Et même des pays comme Israël, qui sont quand même les meilleurs en termes de défense anti-aérienne, parce qu'ils ont énormément investi dans la défense anti-aérienne. Il y a des drones qui viennent des Houthis à 1700 km, qui ne sont même pas détectés par le dôme de fer. Donc ça montre à quel point c'est important. Et en plus, il y a cet effet de porosité là aussi entre des drones qui sont utilisés par des civils commerciaux dans la vie de tous les jours et des drones développés par des industriels de défense. Enfin, là, justement, en Israël, il m'expliquait que, en fait, au départ, ils n'avaient pas assez de petits drones, des quadricoptères. Et donc, du coup, ils envoyaient les soldats infanterie sans drone. Mais en fait, les soldats, ils ne voulaient pas y aller. Ils disaient, et pourtant, c'était contre le Hamas. Bon, le Hamas a des capacités militaires, hein, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'armée russe. Du coup, ce que les gens ont fait, notamment les conscrits, c'est qu'ils ont acheté des drones eux-mêmes, des drones commerciaux, ou alors ils ont fait appel à du crowdfunding ou à des philanthropes américains pour équiper leurs unités. Et Tsahal, au début, a dit non, on ne veut pas déployer ce type de système parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent sur le théâtre. Et en fait, face à l'impact, enfin à l'échelle en fait du mouvement, ils ont dit bon bah ok, vous nous donnez les numéros de série, comme ça on les brouille pas. Et on les déploie sur le théâtre. Et du coup, aujourd'hui, et nous, on a reçu aussi à l'IFRI un opérateur de drones ukrainiens qui était très jeune et qui nous expliquait que c'était pareil en fait en Ukraine, c'est-à-dire qu'au départ tout le déploiement des drones s'est fait en fait en contournant la hiérarchie qui était quand même assez hostile et qu'aujourd'hui on est dans des situations, donc là ce qu'il disait, moi ça m'a frappé parce que c'était quand même assez impressionnant. Il disait qu'en fait chaque unité a sa propre manière d'être créatif dans la létalité.
C'est-à-dire qu'ils mettent, ils peuvent faire des bombes avec de la cire. Apparemment, il y a aussi des drones qui tirent. Alors, je ne sais pas exactement comment, mais peut-être que, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a des drones où on peut mettre un petit peu de phosphore blanc. Ça, c'est surtout pour le sud Liban. Je parle des petits drones, hein, donc des drones qu'on peut acheter dans le commerce. Et donc tout ça, ça fait que même en termes de régulation, en fait, c'est tellement massif, ça coûte tellement peu cher, et en plus, c'est tellement présent aussi dans la vie civile. Parce que il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont des opérateurs de drones qui, en fait, sont des gens qui viennent des milieux de la pub ou de la musique, des clips, etc. Pas avec les first person view, les FPV là. Donc du coup, c'est un des obstacles aussi à la régulation. Oui, tout à fait. Et pour compléter, je pense que effectivement, la question de la prolifération est un problème important. La question de la vérification aussi, parce que c'est vrai que quand on crée un accord de régulation, il faut avoir les capacités d'identifier les violations pour les sanctionner. Et là, quand on parle de drones, finalement, le journaliste du Monde qui a été tué par un drone, à moins d'avoir accès au programme, ou au logiciel, au côté software du drone, c'est impossible de savoir si ce drone était piloté par un humain ou par un programme d'intelligence artificielle. Donc comment on régule quelque chose qui est intangible et qu'on ne peut pas vérifier? Et effectivement, l'imbrication entre le civil et le militaire pose problème, d'autant que pour l'instant, il y a un choix qui a été fait, qui est de traiter de manière complètement décorrélée la question de la régulation de l'intelligence artificielle au sens large et de la régulation et la régulation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Donc par exemple, l'AI Act exclut complètement l'AI Act, qui est donc le règlement européen sur l'IA qui a été adopté progressivement depuis quelques années, qui est arrivé à son terme au printemps 2024 et qui donc maintenant entre en vigueur là aussi progressivement jusqu'à 2026, n'inclut pas du tout la défense. Et pourtant, en fait, on parle de technologies qui sont duales, qui ont des applications à la fois civiles et militaires. Et donc, à mon sens, ça n'a pas beaucoup de sens de se dire qu'on va réguler l'intelligence artificielle dans le domaine militaire de manière complètement séparée, parce que tout simplement, des applications civiles peuvent être détournées à des fins militaires. Donc je pense qu'on n'est pas arrivé au point de la régulation et ça pose effectivement des problèmes assez importants à la fois d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue pratique. Eh bien, merci pour cette note d'optimisme. Je vais peut-être en profiter pour passer la parole à la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éléments d'information profondément anxiogènes, mais très intéressants. Bonjour, je m'appelle Anne et je suis engagée dans une fondation qui soutient MSF et je suis très contente d'être ici. J'ai une question qui concerne l'accusation proférée envers le Hamas de la part d'Israël d'utiliser les populations civiles comme des boucliers. Et je me suis demandé si c'était corrélé à cette fameuse histoire de la tolérance des civils, et en fait de retourner l'accusation contre le Hamas d'être responsable des casualties civiles. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est une référence à un texte de Gunther Anders qui s'appelle La haine. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez dû rencontrer au cours. C'est cette histoire qu'on peut se passer de haine à partir du moment où on peut tuer les gens à distance, et que du coup, il y avait une économie presque éthique de plus que les soldats soient plus obligés de haïr pour tuer. Et je me demandais, s'il y avait un lien avec la théorie militaire telle qu'elle a pu évoluer depuis... c'était un texte des années 60. Peut-être prendre une deuxième question ou... Ronnie Broman, membre du Crash. Je voulais vous poser une question. Merci beaucoup pour ces exposés vraiment très intéressants. Je voulais revenir sur les logiciels de ciblage, les 3 logiciels de ciblage que vous avez décrits.
J'ai été frappé quelques semaines après le début de la guerre, donc dès le début, disons, de 2024, par l'énormité des destructions. Et on est tous frappés aujourd'hui par les photos que l'on voit de Gaza, qui est totalement aplati. Et c'est en contraste avec la notion de logiciel de ciblage qui, théoriquement, devrait limiter les dégâts, y compris matériels. Je ne parle même pas des dégâts humains, là, je parle des dégâts matériels. Donc, comment est-ce qu'on combine la précision et la sophistication de ces logiciels de ciblage avec l'énormité des destructions que l'on constate? Et puis, par ailleurs, je voulais aussi vous poser une question sur l'échelle de 1 à 100 que vous avez, dont vous avez parlé au sujet du logiciel Lavender, je crois. Il me semble que cette échelle de 1 à 100, elle désigne pas seulement la probabilité, mais aussi le niveau hiérarchique. Et qu'elle corrèle le niveau hiérarchique à la quantité de, entre guillemets, dommages collatéraux. Ils ne sont plus des dommages collatéraux, mais des dommages tout court intentionnels, puisqu'ils font partie du calcul général de la chose. Et puis pendant que j'ai le micro, je vous pose une troisième... Pardon, une troisième question. Mince, elle vient de m'échapper. Ça reviendra. Alors, rapidement. Alors, sur les boucliers humains. Alors, en fait, les boucliers humains, c'est vraiment... c'est tout un débat qui date de la guerre contre le terrorisme. Sachant que ça a été beaucoup repris justement pour ce problème d'imbrication entre des combattants et des non-combattants. Et l'armée israélienne elle-même, en fait, c'est un terme qui est problématique dans le sens où c'est pas un terme juridique. C'est un terme un peu journalistique qui est très imagé, donc du coup ça parle aux gens, mais en fait du coup on a l'impression de voir les gens du Hamas qui tiennent des Gazaouis comme des boucliers, alors que c'est pas ça que ça veut dire. Mais il faut savoir que l'armée israélienne, ça fait longtemps qu'ils utilisent le terme de bouclier humain, et notamment dans tout ce qui était knock on roof. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est les knock on roof. C'est donc en fait c'est une forme de détournement du droit international avec donc vous par exemple vous localisez un site de lancement de roquettes ou alors une cache d'armes à Gaza. Vous allez envoyer une première charge qui va juste donc frapper au toit, d'où le terme, et qui est censé prévenir les habitants qu'il va y avoir une deuxième frappe qui, cette fois, va détruire le bâtiment. Et du coup, les gens ont 5 minutes, en général, ça dépend, pour sortir du bâtiment et l'évacuer. Donc du coup, en fait, parce que c'est ça hein, le ciblage, hein, c'est des checklists, donc ils peuvent checker cocher leur case, principe de précaution appliqué et mesures prises pour l'évacuation des personnes. Sauf que quand il y a la deuxième frappe qui arrive, les gens qui restent dans le bâtiment, ils sont considérés comme des voluntary human shield, donc c'est-à-dire des boucliers humains volontaires. Et donc, ils sortent du calcul de proportionnalité, puisque justement, ils ne sont plus considérés comme civils. Donc, du coup, ils sortent du calcul des dommages collatéraux. Donc, voilà. Ça, et le knock on roof, là, en tout cas, moi, à ma connaissance, il n'a pas été appliqué à Gaza. Ce qui montre aussi, justement, cet effondrement de la proportionnalité, parce qu'avant, ils le faisaient dans les campagnes précédentes. Et voilà. Donc, sur la question du bouclier humain, en fait, tout ça, pour moi, c'est vraiment un terme qui vise simplement à sortir des gens des calculs de proportionnalité. Et sachant que ce qui est un peu dérangeant aussi dans cette histoire de bouclier humain, c'est que même si je prends par exemple la France, enfin, je veux dire, Ballard, c'est à Paris, l'école militaire, c'est en plein Paris, le CPCO, c'est à Lyon. Oui, enfin voilà. Et en fait, c'est quand même assez rare que on mette. Enfin, si, il y a des bases militaires, mais il y a aussi des endroits clés des infrastructures militaires qui sont parmi des civils. Et je pense même juste à Tel Aviv, je veux dire, il y a quand même une base militaire qui est à côté d'un hôpital en plein milieu de Tel Aviv. Et le parking, c'est le même parking. Donc
Donc voilà. Donc tout ça pour dire que il faut pas inverser la charge de la responsabilité. Les civils qui ont été tués par Israël, ils ont d'abord été tués par des armes israéliennes. Ça veut pas dire que le Hamas c'est des pro-chevaliers qui se défendent et qui sont de valeureux résistants. Non. Mais voilà. Bon, Gunther Anders, je te laisse répondre. Sur le ciblage. Alors, justement, sur le ciblage, en fait, c'est ça, moi, que je trouve intéressant, et c'est quelque chose que j'ai rencontré quand j'ai fait ces entretiens, parce que c'était en avril dernier, il y avait déjà quand même beaucoup de questions sur est-ce que c'est un génocide, est-ce que c'est pas un génocide, et d'ailleurs, moi-même, je me posais la question, est-ce que je dois employer le terme de génocide, est-ce que j'emploie pas le terme de génocide, enfin, c'était pas évident, franchement, de savoir quoi faire, surtout vu... le niveau à la fois de polarisation du débat et de désinformation qu'il y avait. Et donc, quand j'ai fait mes entretiens, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que je comprenais ce qu'ils me racontaient les officiers, c'est-à-dire qu'ils me parlent de mouvements tactiques, de comment ils font, de puissance de feu, de défense ferme. Enfin, je comprenais techniquement le langage, et personne ne m'a dit moi, mon but, c'est de tuer tous les Palestiniens. Ce qui ne veut pas dire que les soldats ne l'ont pas dit. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de posts sur les réseaux sociaux et que d'ailleurs, il y a des gens qui font un travail important de documentation de ces posts sur les réseaux sociaux, etc. Mais au niveau des officiers généraux, moi, j'ai eu personne qui m'a dit voilà, mon but secret, c'est de tuer tous les Palestiniens. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, la rationalité militaire et ce langage militaire-là, il obscurcit les conséquences des actions. Parce qu'en fait, du coup, les gens ne voient plus en fait les conséquences de ce que ça veut dire appliquer de la puissance de feu sur un bâtiment. Et donc, pour le ciblage, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que grâce à la machine, il y a eu un niveau de précision en fait sans précédent. C'est-à-dire qu'on a pu associer des noms, mais des milliers de noms, à des coordonnées GPS et guider des bombes ou alors de l'artillerie sur ces coordonnées, avec donc cette illusion quand même de maîtrise, mais à un niveau qui était sans précédent et qui fait que effectivement on a 70% du bâti, et par ailleurs qui est détruit dans la bande de Gaza. Et par ailleurs, le ciblage, c'était pas que des personnes, parce qu'en fait, ce qu'ils ont expliqué aussi, c'est que par exemple toutes les tours hautes dans Gaza, ça, ils les ont détruites pour éviter justement que le Hamas puisse avoir une vue sur un quartier. Ils m'ont expliqué aussi que, et ça c'est un point qui a été mentionné, je crois, c'est la coordination des feux. C'est-à-dire et ça c'est vrai que du point de vue des armées françaises, c'est aussi beaucoup vu, beaucoup regardé, c'est-à-dire à quel point ils ont réussi à faire progresser leurs troupes au sol en faisant des frappes aériennes, sans avoir des friendly fire qui est à un niveau très important, donc sans avoir des tirs fratricides très importants, parce que c'est un problème qu'ils avaient eu au Liban. Et d'ailleurs, du coup, il y avait beaucoup de méfiance entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Et donc, comment ils ont fait ça ? Ils m'ont expliqué que c'est une question de timing, parce que quand vous faites progresser votre manœuvre, en fait, ils ont des logiciels qui calculent la probabilité qu'un bâtiment soit utilisé par le Hamas. Du coup, ils le détruisent, et il ne faut pas le détruire trop tôt, parce que si vous le détruisez trop tôt, du coup, le Hamas peut réinvestir les ruines, et il ne faut pas le détruire trop tard, parce que si vous le détruisez trop tard, vous mettez en danger, du coup, vos troupes qui progressent au sol. Et comment ils ont atteint ce niveau de coordination ? Justement, grâce à la puissance de calcul, et notamment tous les modèles géologiques et du bâti, en fait, qu'ils ont mis dans l'algorithme pour calculer très précisément quel type de building il fallait détruire, où est-ce qu'allaient tomber à peu près les gravats, etc. Donc voilà, pour moi, le ciblage très précis, il n'est pas antithétique avec le niveau de destruction, mais justement, il montre comment l'intelligence artificielle, ici, c'est le game changer, parce que ça va permettre de rationaliser, en fait, à un niveau sans précédent, les destructions. Bon, après, sur la rationalisation du ciblage, et j'arrête là, mais dans la Seconde Guerre mondiale aussi, je veux dire, quand il y a eu des campagnes de bombardement, par exemple sur l'Italie, il y avait tout un système pour les forces
américaine de classification en fait des sites qui pouvaient cibler, qui pouvaient pas cibler, etc. Donc il y a toujours, et c'était des armements qui étaient beaucoup moins précis, donc du coup des niveaux de destruction qui étaient quand même assez importants. Donc voilà, c'est pour relativiser aussi ce qu'on dit en termes historiques, mais bon, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Pour compléter sur ce point précision versus destruction, je pense qu'effectivement on voit vraiment là l'œuvre de l'intelligence artificielle dans le sens où du point de vue du discours, ça a été très utilisé par Tsahal de dire tout ça est calculé et donc est légitime. Parce que c'est aussi ça le grand danger, à mon avis, des techniques d'intelligence artificielle, c'est qu'on considère que puisque c'est des applications algorithmiques très précises, etc., c'est forcément rationnel et c'est forcément acceptable finalement, ce qui mérite d'être discuté en soi. Et effectivement, ce qui est fou, c'est de voir le niveau numérique, parce que quand même, Tsahal a communiqué sur le fait qu'avant de recourir à l'IA, ils arrivaient à identifier une 50aine de cibles par an dans la bande de Gaza, et après avoir commencé à utiliser l'IA, une centaine de cibles par jour. Donc, je veux dire, c'est complètement délirant comme multiplication. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que effectivement on voit à mon avis aussi là un lien avec la question du bouclier humain. C'est que si cet outil qu'est l'intelligence artificielle n'avait pas existé, en fait Tsahal, le gouvernement israélien, se serait retrouvé confronté à un dilemme entre des bombardements massifs qui sont mal acceptés par l'opinion publique internationale, qui sont considérés comme des frappes à l'aveugle, etc., mais qui finalement auraient eu du carpet bombing, exactement, mais qui auraient probablement eu des conséquences assez similaires à ce à quoi on a finalement assisté, ou des frappes ciblées un peu à l'ancienne, où on aurait fait des stratégies de décapitation sur, comme il y a eu Yahya Sinwar, des chefs du Hamas très, très précis, etc. Et là, c'était un peu le pire des deux mondes, parce que c'était effectivement cette rhétorique de la précision, avec finalement des bombardements massifs. Et ensuite sur Gunther Anders pour lequel j'ai un amour absolument illimité, effectivement la question de la haine est très intéressante parce que pour citer non pas Gunther Anders mais un autre penseur de la technique qui est Carl Schmitt propose une distinction entre l'ostis et l'inimicus. L'ostis, c'est une conception grecque de l'adversaire qui en fait, grosso modo, est un type qui se retrouve dans la même galère mais de l'autre côté de la ligne de front, et quand la guerre s'arrête, on peut tout à fait avoir des liens, et c'est comme ça que Camus par exemple a écrit ses lettres à un ami allemand et ce genre de choses. Et l'inimicus, là c'est une conception latine, et c'est vraiment l'ennemi au sens moral du terme, l'ennemi irréductible, que pour qui on éprouve une haine très forte. Et moi c'est une question que je me suis beaucoup posée, que j'ai pas encore réussi à trancher, mais finalement est-ce qu'un robot est un hostis ou un inimicus? Et je pense que quelque part c'est un faux débat, parce que si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, je veux dire, les Russes auraient pu avoir une armée de robots, les Ukrainiens une armée de robots, les robots russes auraient vraisemblablement détruit tous les robots ukrainiens, et ça n'aurait rien changé au fait qu'à un moment, les Ukrainiens auraient voulu défendre leur territoire et se seraient interposés face aux robots, et donc en fait, il y aurait quand même eu des morts à la fin. Donc je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'il y a une dimension existentielle dans les deux conflits dont on parle depuis le début de cet échange. Et quand il y a une dimension existentielle à un conflit, en fait, c'est là qu'on est prêt tout simplement à verser son sang pour sa patrie, et voilà. Et juste pour terminer sur Gunther Anders, moi il y a un autre texte que j'aime beaucoup qui est sur l'obsolescence de l'homme, où il décrit finalement comment l'entendement humain
est dépassé par la technique. Alors lui, il parle du nucléaire, évidemment pas de l'intelligence artificielle, mais je trouve que c'est extrêmement pertinent et d'actualité encore aujourd'hui. Et ce qu'on voit sur l'intelligence artificielle, c'est précisément ça. C'est vraiment une technique qui tend de plus en plus chaque jour à dépasser l'entendement humain, avec un effet de cercle vicieux, parce qu'en fait, plus on a recours à ces techniques, plus le rythme de la guerre s'accélère, et plus le rythme de la guerre s'accélère, plus on a besoin de ces techniques pour keep up avec ce rythme accéléré. Et donc, finalement, on arrive à un point, et là, pour le coup, le théâtre Gazaoui a été assez glaçant, effectivement, là-dessus, parce que ce qu'a montré Yuval Abraham dans son enquête, c'est que le temps laissé aux opérateurs pour prendre la décision d'enclencher un tir recommandé par la machine était parfois de l'ordre d'une vingtaine de secondes. En 20 secondes, on n'a pas le temps de discerner quoi que ce soit, en fait. Et d'ailleurs, les opérateurs eux-mêmes témoignaient du fait qu'en gros, ils vérifiaient si c'était un homme ou pas, parce qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants dans les branches armées du Hamas et du djihad islamique. Dès lors que c'était un homme, le tir partait. Et il n'y avait pas d'autre forme de vérification, ce qui pose un énorme problème, là, du point de vue du respect du droit international humanitaire. Et moi, je voulais simplement ajouter que sur les robots, en fait, c'est vrai qu'on voit quand même une dronification massive sur les théâtres d'opération, mais on ne voit pas une robotisation massive. Parce que finalement, la robotique terrestre, elle n'a pas trop décollé. Donc, une question de Emma Robert qui demande comment imaginer revoir le principe de proportionnalité pour qu'il soit plus précis et adapté aux évolutions de l'IA. Le supprimer. Non, mais je pense qu'il faut. Non, moi, je pense pas qu'il faut le supprimer. Moi, je pense que c'est un bon principe, la proportionnalité, parce que c'est un principe de compromis. Parce qu'il faut permettre. C'est-à-dire que si on ne peut pas demander aux armées d'arrêter de tirer, parce que sinon elles vont juste dire en fait on s'en fiche de vos normes et puis on va faire ce qu'on veut. Donc, mais par contre il ne faut pas que ça devienne de la compromission. Donc si il y a un travail qui est fait, et c'est ce que font certains chercheurs, je pense par exemple à Netta Crawford aux États-Unis, de faire des grilles, enfin c'est comme des barèmes. C'est-à-dire on peut se dire on regarde, en plus maintenant avec l'IA, on peut s'aider de l'IA. On peut dire, qu'est-ce que c'est en général les objectifs militaires ? On fait des catégories un peu de cibles. On dit, pour telle cible, historiquement, les barèmes, c'est le point le plus bas, le point le plus haut. Et à partir de là, en fait, on peut avoir une discussion. Mais ce qu'il ne faut pas, je pense, c'est laisser justement aux armées, en fait, les laisser seuls sur le terrain des chiffres. Parce que si on les laisse seuls, du coup, on n'a pas des outils pour critiquer et pour analyser ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, sur Israël, moi, je trouve que de montrer que d'une high value target, ils sont passés de 4 personnes à 100 personnes, ça dit quelque chose sur justement le niveau de crime de guerre et du coup de génocide de l'opération. Oui, et pour abonder dans ton sens, effectivement, il faut rappeler que le principe de proportionnalité, l'une des premières manifestations de ce principe, c'est la loi du talion, en fait. Et l'idée de œil pour œil, dent pour dent, qui est parfois un peu dévoyée, etc., c'est pas plus d'un œil pour un œil, pas plus d'une dent pour une dent. Et donc, on voit bien que la manière dont ce calcul est fait maintenant, effectivement, c'est un petit peu chacun à sa sauce, et donc ça pose problème. Mais aussi, il faut comprendre que le droit international humanitaire entretient ce flou, parce que si on dit c'est 100, le 100 victimes collatérales pour une frappe de très haute importance, par exemple, c'est le meilleur moyen qu'en fait, systématiquement, ce soit 99 pour être en dessous de la barre. Et donc, de laisser cette espèce de marge d'interprétation, c'est la stratégie qui a été mise en œuvre pour essayer toujours de limiter le plus possible le nombre de victimes collatérales. Et en revanche, j'en reviens sur ce que tu disais sur l'intelligence artificielle. Effectivement, ça c'est important de le dire. Je pense que, et ça a d'ailleurs été l'objet de la discussion de préparation aussi, ces techniques
peuvent tout à fait trouver des utilisations vertueuses du point de vue du respect du droit international humanitaire ou même de l'éthique de la guerre au sens plus large. Et là, dans les cas qu'on observe, alors en particulier à Gaza, mais aussi en Ukraine d'une autre manière, effectivement, ça a été associé à beaucoup de destruction, parce qu'il y avait une volonté politique qui était de frapper fort. D'ailleurs, il y avait une pression qui était exercée sur le gouvernement de Netanyahou pour réagir vite. Il y a eu une forme de politique du chiffre qui s'est mise en place, où le fait de pouvoir dire, voilà, il y a eu tant de frappes, tant de combattants du Hamas tués, etc., c'est devenu un vrai ressort politique. Pour autant, on peut très bien imaginer des applications de l'intelligence artificielle qui, justement, permettraient d'évaluer. Alors, c'est déjà en partie ce qui est fait, parce que ce que permet, par exemple, Lavender, dont a parlé Amélie, c'est de savoir très précisément qui se trouve dans un immeuble à un moment donné, et donc qui est... En théorie. Oui, enfin, en théorie, oui. mais on peut perfectionner la technique, etc. Et donc, de permettre un meilleur respect du principe de proportionnalité, même si il y a toujours un écueil à ça, qui est qu'il faut voir que dans ces cas-là, finalement, les morts ont lieu en connaissance de cause. Et c'est pas la même chose de se dire, voilà, je fais une frappe sur, j'en sais rien moi, une école parce que il y a un avantage militaire attendu très 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 fort et que j'ai réussi à évacuer 95% des enfants et du personnel scolaire, mais il reste 5 maîtresses qui sont coincées dans la salle des profs, et bon bah voilà, je décide de frapper, donc de manière abstraite, savoir qu'il y a 5 personnes qui restent coincées sans qu'on sache précisément, etc., et de savoir précisément. Donc là, c'est aussi un niveau d'engagement moral et de décision beaucoup plus fort qu'en théorie l'IA peut permettre. À la nuance près que le calcul de proportionnalité, c'est une proportion, donc il y a un numérateur, un dénominateur, et il y a l'avantage militaire que nous, humanitaires, on ne sera jamais capable d'évaluer. Non mais ça si, hein. Vous pouvez, hein, parce bon que nous par exemple on n'est pas militaire, mais non mais je pense que vraiment il faut aller sur ce terrain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser aux militaires le monopole d'appréciation, parce qu'en fait il y a des données, donc on peut quand même, enfin on n'a pas des données classifiées, mais aujourd'hui il y a aussi quand même, il faut le dire, une forme d'effondrement du renseignement. Enfin je veux dire, il y a beaucoup de choses en OSINT. C'est même les services de renseignement travaillent de plus en plus avec de l'OSINT. En plus, il y a de la déclassification. Donc bon, on n'aura jamais exactement une évaluation tactique. Enfin, par exemple, pour l'Iran, personne ne peut dire dans cette salle si les réacteurs, à quel pourcentage ils ont été vraiment détruits ou pas. Mais on peut quand même aller sur ce terrain pour essayer d'analyser quelle est l'importance tactique. Et ça, je veux dire, il faut pas se dire que parce qu'on n'est pas militaire, on ne peut pas savoir, hein, je pense. Merci, bonsoir Julien Dufour. Merci déjà. Comment ? Oui, mais merci déjà Amélie, Laure et Fabrice pour cette conférence sur ce sujet passionnant. J'ai une question, en fait 3 petites questions mais qui sont liées. Est-ce que vous auriez... question pour Amélie, pour Laure, concernant le théâtre ukrainien. Est-ce que vous aurez des exemples de types de drones justement qui sont susceptibles d'être équipés de l'IA? Par exemple, est-ce que les drones de type Shahed ou Geran ou Gerbera sont-ils susceptibles d'être équipés de l'IA? Est-ce qu'à plus courte d'autonomie, est-ce que vous avez entendu parler de drones de FPV, par exemple de type DJI, être équipés de l'IA? Est-ce que vous avez des exemples aussi de cibles favorites pour l'intelligence artificielle? Est-ce que ce sont plutôt des cibles mouvantes, comme des soldats en uniforme, ou des véhicules militaires, ou des ambulances, ou des cibles fixes? Et en termes d'autonomie, est-ce qu'on retrouve plutôt les drones équipés d'IA plutôt dans la zone de la mort, les 20-25 km de part et d'autre du front, ou au-delà? Ou est-ce qu'au contraire, l'IA permet d'étendre l'autonomie de drones téléguidés au-delà de l'autonomie classique de guidage? C'est plus une remarque par rapport à toute la discussion qu'il y a. Il ne faut pas...
on a beaucoup parlé des drones, de l'IA du point de vue des militaires, des utilisateurs, on va dire, et donc des parties en conflit. Mais il faut aussi peut-être ne pas occulter l'aspect psychologique, parce que cela fait partie. Le bruit, l'invisibilité, pour terroriser les populations civiles sur place, c'est énorme aussi. Ça a un impact sur l'état mental, l'état de santé, l'état psychologique des populations qui, ça provoque plein de choses. Donc voilà, merci. Merci, Elsa. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord sur ce qui vient d'être dit sur les populations civiles. Et pour moi, ça participe effectivement de la déshumanisation. Alors c'est intéressant parce que quand on parle de moyens de combat déshumanisés, en fait on dit ça parce qu'ils sont non habités, entre guillemets. Mais effectivement, moi je pense qu'à cette déshumanisation pratique est associée une déshumanisation morale qui est une prise de distance toujours plus forte et donc une banalisation de l'acte de tuer qui me semble extrêmement dangereuse. Ensuite, sur les types de drones et les exemples de cibles, etc., j'ai envie de dire all of the above, comme on dit en anglais. C'est un peu ce que je disais au début. Il faut d'abord avoir en tête que la manière dont les Ukrainiens innovent sur le champ de bataille actuellement, c'est une innovation en boucle très courte, extrêmement agile. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un problème, une solution dans un cycle qui dure 48 heures, quoi. Donc, n'importe quel drone peut bénéficier d'une IA embarquée parce que sur le moment, ils ont besoin plutôt d'un drone de reconnaissance. Et ben, on veut qu'il puisse détecter automatiquement les chars, par exemple, sur les images qu'il est en train de capter, et le lendemain on va avoir besoin bon, ça c'est plutôt je sais pas si ça a été fait effectivement, mais en tous les cas en théorie ça pourrait être fait, que un drone armé croise, comme disait Amélie, en faisant de l'OSINT avec des profils de réseaux sociaux et fasse de la reconnaissance faciale sur des soldats russes, par exemple. Donc en fait on peut l'utiliser de manière très différente, et d'ailleurs c'est utilisé de manière très différente, et c'est pour ça qu'on retrouve aussi des entreprises de nature aussi variée. Donc sur les exemples de cibles, c'est un peu la même chose. Enfin, tout existe. À ma connaissance, en revanche, ça a été moins utilisé de manière antipersonnelle. Donc, comme ça a été beaucoup le cas, par exemple, à Gaza, là, le ciblage n'est pas antipersonnel, il est plus effectivement sur du matériel ou alors des mouvements de troupes ou ce genre de choses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des drones, mais l'intelligence artificielle en Ukraine est utilisée pas uniquement précisément pour faire du ciblage, mais aussi pour faire de la logistique, par exemple, améliorer le ravitaillement des troupes, pour la santé des armées, pour la lutte informationnelle. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Amélie et moi, on a aussi travaillé sur la manière dont des images sont fabriquées par IA pour alimenter la propagande, ce genre de choses. Donc on peut vraiment le retrouver à des niveaux très, très différents. En revanche, pour ce qui est de l'autonomie, enfin des zones de l'autonomie, donc là, moi, je ne fais que rapporter ce qui m'a été dit en entretien, mais il semblerait que c'est vraiment dans les zones les plus proches du front. Comme je le disais, là où la guerre électronique est la plus intense, et que tant que ça peut être téléguidé, ça l'est jusqu'au moment où la liaison est coupée, quoi. Pas qu'on a vu des drones avec des panneaux solaires pour pouvoir se poser, se recharger, donc le disait, et pouvoir gagner en autonomie. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question sur la privatisation de la guerre. On a parlé de comment les États sont aujourd'hui en train d'utiliser et d'invoquer des groupes privés pour un peu améliorer leur système et même emprunter des systèmes. Et il y a une tendance plutôt qui regardait la diffusion de pouvoir dans le conflit
allant d'État aux organismes non étatiques, aux groupes terroristes auparavant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on ne voit pas cette diffusion aller plus des États vers des groupes privés? Et comment est-ce que vous percevez cette dynamique dans le futur? Est-ce qu'il y aura une dépendance sur des groupes comme Palantir, par exemple, qui va venir à l'égard des États? Est-ce que les États vont perdre en influence avec plus d'utilisation de l'IA dans la guerre? Et un peu qu'est-ce que cette dynamique va signifier sur les rapports de force entre, par exemple, les États et les groupes privés qui maintenant ont un peu cet avantage comparatif en termes d'intelligence artificielle? Ce qui m'avait échappé, mes revenus, c'est un trait à la proportionnalité, mais je veux dire aussi un mot sur les boucliers humains. Pas du tout, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'usage des boucliers humains. Il me semble qu'il y avait un usage rhétorique supplémentaire encore, en tout cas dans peut-être la première moitié de la guerre. Il me semble que dans la deuxième moitié, cet usage s'est infléchi, c'est-à-dire la prise en considération de civils hors ciblage légitime a commencé à apparaître, alors qu'au début, elle était totalement absente. Et les boucliers humains, dans cette partie-là de la guerre, remplissaient une fonction. Enfin, la notion de bouclier humain remplissait une fonction, à mon avis, très importante dans le narratif, comme on dit, israélien, qui était de créer une catégorie de population qu'on était obligé de tuer du fait du Hamas. Et finalement, il y avait une tripartition de la population palestinienne de Gaza. Il y avait les combattants, donc les terroristes, ceux qui les soutiennent, donc des complices du terrorisme, et troisièmement, les boucliers humains qu'on regrette de tuer, mais qu'on est obligé d'abattre parce que c'est le Hamas qui a décidé que ça devait se passer comme ça. Donc c'est une ressource rhétorique assez précieuse, me semble-t-il, et par ailleurs, il y avait quand même quelque chose d'assez stupide à imaginer que les combattants du Hamas allaient obligeamment offrir leur poitrine nue au tir des soldats israéliens qui, eux, par ailleurs, en Cisjordanie, utilisent abondamment les boucliers humains. On a vu des gens ligotés sur le capot d'une voiture ou des vieux pris par le col et mis en avant pour faire effraction dans une maison. Donc, l'usage dans le sens le plus classique, le plus caricatural du bouclier humain, c'est plutôt du côté israélien qu'on le constate que de l'autre. Mais ça, c'était juste une remarque. Ma question portait en fait sur la proportionnalité, parce qu'il me semble, en tout cas, il y a une partie de la doctrine militaire israélienne qui repose sur le refus même du principe de proportionnalité sous le nom de doctrine Daria, du nom de ce village de Beyrouth Sud qui a été intégralement détruit. Je crois que c'était Eisenkot qui était à l'époque le chef d'état-major et la source théorique de cela. Donc, justement, à cause de ce que vous disiez au début, c'est-à-dire l'absence de profondeur stratégique d'Israël, le principe de proportionnalité, selon les stratèges israéliens, n'a aucune pertinence. Il est peut-être tout à fait acceptable en Ukraine ou en Europe ou ailleurs, mais certainement pas pour eux qui vivent sur une bande de terre et donc sans profondeur, si bien qu'il remplace le principe de proportionnalité par un autre principe concurrent, si j'ose dire, enfin, qui le surmonte, qui est le principe de disproportion. C'est un devoir d'être disproportionné, de perdre toute mesure dans la réplique, parce que c'est ce qui permettra de faire taire d'éventuels contestataires, de réduire au silence toute velléité de soulèvement. Donc j'aimerais bien vous entendre, parce que moi j'étais resté là-dessus, sur ce principe de disproportion revendiqué comme étant une nécessité stratégique pour les Israéliens. Déjà, bon, effectivement, très bien vu sur la tripartition et sur les boucliers humains comme ressource rhétorique, j'ai bien noté, parce que ça montre aussi que, oui, finalement, en fait, c'est une manière de relativiser l'immunité des civils. En fait, de se dire que, bon, bah oui, on tue des civils, et c'est triste pour les civils, mais on est obligé de les tuer. Donc, bien vu. Sur la doctrine Daria, alors, en fait... le réel est complexe. Et donc, il y a plusieurs postures israéliennes. Donc oui, il y a la doctrine Daria, qui est donc l'idée de riposte disproportionnée. Et donc l'idée qu'en fait, on va restaurer la posture dissuasive d'Israël en montrant que chaque utilisation de la force armée contre Israël est payée, sera en fait rétribué par un prix insoutenable, ce qui doit normalement dissuader les ennemis d'Israël d'utiliser la force armée, c'est l'idée. Mais Israël, c'est aussi la pureté des armes. La Torah
la Toa Nefesh, bon, je sais plus, j'ai oublié mon hébreu. Du coup, ça, je veux dire, l'armée israélienne, c'est aussi une doctrine de précision. Donc, ils peuvent faire les deux. Par exemple, quand on voit le ciblage qu'ils font au départ, ce qu'ils ont fait, par exemple, sur les Iraniens, sur les nucléaires, sur les scientifiques, sur le programme nucléaire iranien, on voit que là, ils étaient extrêmement ciblés. Et d'ailleurs, même sur Gaza, il y a eu des périodes de riposte disproportionnée, mais il y a eu aussi des périodes où ils ont ciblé vraiment juste justement ceux qui dirigeaient les brigades Izzadin el-Qassam. Donc, parce qu'ils considéraient que c'était suffisant pour restaurer leur posture dissuasive. Et donc, pour bien comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est qu'il y a eu vraiment un sentiment d'effondrement de cette posture dissuasive, avec cette idée que s'ils ne répondaient pas très fortement, ça pourrait aussi justement montrer une forme de faiblesse à tous les acteurs, c'est-à-dire Hezbollah, Houthis, les gardiens de la révolution en Syrie et ailleurs. Donc voilà, moi j'opposerai pas les deux, mais je pense que l'armée israélienne fait soit l'un, soit l'autre. Et justement, ça montre bien que ils sont dans une approche en fait qui est très dépendante de leur lecture tactique, et ça montre bien qu'il y a quand même, encore une fois, une rationalité militaire qui est quand même assez pensée et assez circonstanciée dans leur utilisation de la force. Oui, et pour compléter, je pense que c'est très important ce que vous disiez sur le ressentiment qui peut s'accompagner de cette idée de riposte disproportionnée. Et c'est ce qu'a montré Robert Pape que mentionnait Amélie un peu plus tôt. C'est effectivement que cette idée de riposte disproportionnée ou de punition collective, ça ne marche pas. Enfin, jamais on a vu des populations se retourner contre un tyran qu'elles subissent par ailleurs la plupart du temps elles aussi. Et moi, il y avait un sondage qui m'avait marqué, qui avait été... c'était des chiffres qui avaient été avancés fin novembre 23, donc vraiment au tout début de la guerre, et justement sur la popularité du Hamas dans la population gazaoui. Et alors qu'avant le début de Glaive de fer, le taux de soutien estimé par ce sondage de la population gazaoui pour le Hamas était de l'ordre de 27%. Après le début, donc là, fin novembre, il était passé à 76%. Donc on voit à quel point ça marche pas du tout. Et au contraire, on est en train de créer des générations qui voudront prendre leur revanche sur l'État hébreu, etc. Et il y avait un article très intéressant de Michael Walzer qui était paru là aussi, pareil, fin novembre ou tout début décembre 23, où il parlait du piège de la guerre asymétrique, et où il montrait bien que certes, le Hamas avait tendu un piège au gouvernement israélien d'une part commettant les massacres du 7 octobre et ensuite en allant se réfugier dans Gaza en sachant que y aurait forcément beaucoup de victimes civiles. Mais ce que dénonçait Michael Walzer, c'était précisément que le gouvernement israélien soit en train de tomber dans ce piège et de se rendre coupable de crimes terribles pour punir les auteurs du 7 octobre. J'avais trouvé que c'était assez intéressant comme manière de voir les choses. Et juste avant que tu t'enchaînes sur la question de la privatisation, parce que j'ai oublié de dire, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, mais en fait, il y a aussi des courants en Israël, et d'ailleurs comme dans toutes les armées. Donc du coup, il y a les partisans justement de la précision qui disent voilà, c'est important de soigner l'image d'Israël à l'international, de montrer qu'on est une armée juste, qu'il y a une pureté des armes, qu'on cultive cette image éthique, etc. Et il y a d'autres courants
qui disent non. Et en fait, moi, ce que j'ai vu depuis en fait, le début où je suis allée en Israël, c'est-à-dire vers 2010-2011, c'est justement le courant dit de la main liée dans le dos. Donc, c'est tous ceux qui disent oui, mais finalement, en fait, on est tout le temps la main liée dans le dos et du coup, on peut jamais utiliser vraiment la force. Et d'ailleurs, moi, je me souviens en 2021, il y avait déjà des images qui circulaient sur les réseaux sociaux où on voyait un soldat torse nu avec justement marqué sur son torse en lettres rouges, un peu genre lettres de sang, déliez-nous les mains. Cette idée que finalement, voilà, les soldats israéliens étaient des victimes parce que leur politique ne voulait pas leur laisser utiliser toute la force qu'ils voulaient et dont ils pouvaient faire preuve. Et ce qui est inquiétant, bon, c'est que effectivement, donc ils ont eu les mains déliées. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 octobre avec cette histoire d'effondrement de la proportionnalité. Et ce qui est inquiétant, c'est que là, quand on entend Trump revisiter l'histoire militaire américaine en disant en fait pourquoi on a perdu au Vietnam et en Afghanistan, c'est parce que on avait justement trop de contraintes et qu'on n'a pas utilisé toute notre puissance de feu et qu'en fait on s'est lié les mains. Et quand on voit le secrétaire de la défense américaine qui dit en fait ce qu'il faut c'est reprendre, enfin je sais pas si vous avez vu ce discours, mais il faut le lire si vous ne l'avez pas vu, où il explique en fait maintenant l'armée américaine, il faut qu'elle réinvestisse la culture de la létalité, que l'armée, elle est là pour donner la mort, qu'il ne faut pas avoir peur de donner la mort, qu'il ne faut pas avoir peur de la puissance destructrice. Enfin, c'est quand même ce type de discours qui sont en train de monter. Donc moi, je le verrais plutôt comme deux types d'approches qui se justifient. Il y a une approche qui dit finalement, nous, ce qu'on veut, c'est restaurer la dissuasion et jouer. Et juste d'ailleurs, je termine par là, mais j'ai fait beaucoup d'entretiens où ils m'ont beaucoup cité quelqu'un qui s'appelle Edward Luttwak, qui est un penseur de la stratégie qui vient d'Europe de l'Est, mais qui écrit et qui vit aux États-Unis, qui a écrit un article sur le conflit israélo-palestinien qui s'appelle « Give War a Chance ». Et donc, ce qu'il dit dans cet article, c'est en fait, si on a toujours un problème avec le conflit israélo-palestinien depuis 1948, c'est parce qu'on n'a jamais laissé à Israël le loisir d'utiliser toute sa force militaire et que s'ils l'avaient fait, ils auraient écrasé les Palestiniens et ils auraient gagné et on n'entendrait plus parler. Et il attaque dans cet article l'ONU. Et là, il faut voir qu'il y a toute une école en fait de pensée stratégique en Israël qui est dans cette vision-là et dans cette rationalité-là et qui se combat une autre école stratégique qui dit non, pour gagner, il faut qu'on joue la carte de la précision, de la pureté morale, etc. Et c'est pour ça que je disais que la réalité, elle est complexe, c'est parce qu'en fait, il y a quand même toujours des différents courants qui s'affrontent et qui ne sont pas nécessairement d'accord. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Oui, non, mais enfin, juste, et après vraiment on arrête sur cette question, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que cette rhétorique des boucliers humains, elle avait vocation à exonérer précisément l'armée israélienne en disant on est face à des gens qui enfreignent le droit international humanitaire, donc pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à nous respecter le droit international humanitaire ? Ce qui, moi, m'a toujours assez vertement énervé parce qu'on avait d'un côté un groupe armé terroriste, avec un débat un peu stérile sur est-ce que c'était du terrorisme, est-ce que c'était pas du terrorisme, mais en tous les cas, qui s'était rendu coupable effectivement de crimes de guerre atroces, etc., voire crimes contre l'humanité. Mais de l'autre, on est face à une armée d'une pseudo-démocratie libérale qui est partie aux conventions de Genève et qui est censée précisément faire en sorte que l'ordre international et les règles qui le régissent perdurent. Sur la privatisation, très rapidement, pour ne pas oublier votre question, effectivement... On est dans une phase de bascule et je pense qu'on l'observe beaucoup avec Amélie dans nos travaux quotidiens à plusieurs égards. D'abord parce qu'effectivement on observe un virage militaire de la tech avec notamment des grandes entreprises de la Silicon Valley, comme je l'ai dit, qui sont arrivées en Ukraine, mais aussi des entreprises qui historiquement étaient extrêmement réticentes au fait de travailler à des sujets militaires, comme par exemple Google, qui avait une politique de non-létalité. Enfin, je ne sais plus exactement comment ils appelaient ça, mais bon, ça allait avec leur idée de do no evil, etc. Et ils ont complètement changé de braquet. Maintenant, ils veulent
veulent travailler avec le Pentagone et ils sont très, très à l'aise avec ça. Mark Zuckerberg aussi, enfin bon, bref, voilà. L'autre point, c'est que les industriels de la défense sont du coup un petit peu perturbés par ça, parce que finalement, ils n'ont plus la main mise sur l'innovation de défense. Ils doivent composer avec ces acteurs du numérique. Et ça, c'est en train de changer quand même vraiment le paysage, vous avez raison, et y compris la place de l'État là-dedans, parce que j'entendais récemment qu'un certain nombre de grands industriels de la défense sont en train de repenser leur offre, en fait, et plutôt que de vendre des programmes d'armement, enfin pas des programmes d'armement, mais des matériels d'armement dans le cadre de programmes d'armement très lourds, très coûteux, très longs, etc. Finalement, puisque ce qui a de la valeur maintenant, c'est le logiciel, c'est le software et plus le hardware, donc les machines, entre guillemets, et ils réfléchissent à un modèle de location. Donc finalement, il y aurait l'État français serait locataire d'un certain nombre de systèmes, ce qui est une révolution copernicienne du point de vue de la base industrielle et technologique de défense française. Et il y a un autre débat qui me semble intéressant de ce point de vue-là, qui est propriétaire des données de guerre. Et en fait, l'État dit, c'est moi. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec ça, puisque c'est quand même des militaires français, en l'occurrence, qui seraient envoyés sur le front, etc. Mais les industriels essayent de dire, mais non, c'est nous, puisque c'est dans nos systèmes qu'on capte ces données, et ensuite, on peut entraîner nos programmes d'IA, etc. dessus. Et donc, je ne sais pas qui va emporter cette controverse, mais en tous les cas, ça en dira long, effectivement, sur ce phénomène de privatisation de la guerre. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'était extrêmement éclairant. Ça nous permet de mieux comprendre le monde dystopique dans lequel nous vivons. Je vous propose de remercier nos invités. Franchement, merci beaucoup. Merci.